Les élections municipales ont repris ce dimanche 16 décembre dans 6 communes et 2 régions de la Côte d'Ivoire. Nous ferons le point de ce scrutin dans cette édition. Au Yémen, la trêve conclue sous l'égide de l'ONU a été d'une courte durée. Les affrontements ont repris cette nuit dans la région de Hodeïda, dans l'ouest du pays. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Ce dimanche 16 mars est marqué par la reprise des élections municipales. 16 décembre, est marqué par la reprise des élections municipales dans 6 communes et 2 régions du pays. Les bureaux de vote ont ouvert tôt ce matin. Les électeurs des zones concernées par ce retour aux urnes étaient appelés à élire de nouveau leurs maires et leurs conseillers régionaux. Doigt de Laser revient sur cette journée de vote. Les électeurs des régions du Lodibois et du Guémont vont départager les prétendants au poste de président du conseil régional. Le 13 octobre dernier, les scrutins municipaux et régionaux dans plusieurs localités avaient été annulés par la Cour suprême pour des raisons d'irrégularité. 2 régions et 6 communes de Côte d'Ivoire étaient concernées par cette mesure. Il s'agit des communes de Grand-Bassam, de Boucau, de Rubino, de Lakota, de Port-Boué et de Bingerville. Depuis 8 heures du matin, les bureaux de vote sont pris d'assaut par les populations. Plusieurs électeurs étaient attendus dans les bureaux de vote, entre autres à Bingerville, 41 830 votants, à Rubino, 7 177 et à Grand-Bassam, 42 051 votants. 8 000 éléments des forces de l'ordre ont été déployés par l'État de Côte d'Ivoire pour la sécurisation du scrutin qui a pris fin à 18 h ce dimanche 16 décembre. La commune d'Abobo, elle, n'a pas abrité d'élection ce dimanche, mais elle a servi de cadre à une cérémonie de dons tenue précisément au village SOS. Des dons vivres et non-vivres d'une valeur de 3 millions de francs CFA pour soutenir les orphelins. C'est une action de la communauté nigériane de Côte d'Ivoire. Awa Diaby, Noussangaré et Doigt de Laser nous en parlent. Un don en vivres et en non-vivres ont été distribués aux pensionnaires du village SOS d'Abobo. Ce don composé de riz, de l'huile, du savon, du lait et des vêtements est offert par la communauté nigériane vivant en Côte d'Ivoire. Coût total, 3 millions de francs CFA. Une action sociale qui profitera aux 91 pensionnaires du village SOS d'Abobo. Nous sommes dans la joie de recevoir ces vivres qui vont permettre à nos enfants, n'est-ce pas, de partager des repas en famille à l'occasion de la fête de Noël et de Nouvel An. Nous disons infiniment merci à la communauté qui, chaque année, pense aux enfants. Cette action sociale vise à donner le sourire aux enfants démunis du village SOS d'Abobo en cette période des fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, c'est le jour de Caritas d'abord. Et puis nous sommes au moment des fêtes Noël. C'est ça, nous sommes prendre décision pour venir partager avec les villages SOS. Cette action de charité est la deuxième du genre à l'actif de la communauté nigériane engagée dans des œuvres sociales. Autre cadre, autre sujet, la Côte d'Ivoire entend s'autosuffire en riz. Cela passe par l'installation de certaines infrastructures. À Mbayakro, au centre du pays, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Mamadou Sangafoua Koulibaly a mis en service récemment le barrage gonflable et les stations de pompage sur la plaine aménagée de 450 hectares. Coût de l'ouvrage, 14 milliards de francs CFA. Le point de Léon Brou. Remise de prix aux meilleurs riziculteurs jeunes, femmes et hommes 2018 de Mbayakro. Des distinctions du ministre de l'Agriculture et du Développement rural pour encourager les riziculteurs à l'atteinte des objectifs du gouvernement sur cette plaine aménagée de 450 hectares. Nous espérons une production de près de 4200 tonnes de paddy et avec à la clé des emplois permanents de l'ordre de 355, des revenus additionnels pour les producteurs de 900 millions de francs CFA par an. Cette production permanente de riz et de maraîchers grâce à la fourniture régulière d'eau à partir du fleuve Nzi, un système d'irrigation avec 2 stations de pompage, un réservoir de régulation et ce barrage gonflable. Ce modèle a été préféré au barrage en terre classique pour les raisons suivantes. Prélever juste la quantité d'eau nécessaire du Nzi
pour l'irrigation des parcelles. Ce prélèvement de l'eau d'irrigation est surtout nécessaire à partir de la décrue du fleuve Nzi. Le Nzi reste ainsi dans son lit et l'environnement et l'équilibre écologique sont maintenus. Coût de l'infrastructure, plus de 14 milliards de francs CFA financés par l'État, la BOAD et le Fonds cohésien. Un effort dans le cadre du Programme national d'investissement agricole PENIA pour développer la filière riz. Objectif, autosuffisance de la Côte d'Ivoire en riz. Notre besoin est de 1 900 000 tonnes par an. Depuis 2012, nous sommes montés jusqu'à 1,4 million. Nous, producteurs du périmètre rizicole de Mbayakro, sommes prêts à assumer notre part de responsabilité, renforcer notre pacte de matériel agricole, le renforcement de leurs capacités. L'État engagé à pérenniser cet aménagement hydro-agricole, répond le ministre de l'Agriculture qui en évoque les retombées. La BOAD vient de me confirmer un fonds de roulement conséquent. En tout cas, la balle ne sera pas dans le camp du gouvernement. Ce projet ne sera pas à l'abandon et nous allons veiller avec l'ONDR et la DERI à l'entretien de cet ouvrage. Le projet hydro-agricole de Mbayakro date de 1999. C'est le président Alassane Ouattara qui a boosté sa réalisation en 2014 lors de sa visite dans la région de Lifou. Ainsi achevé, ce projet offre à plusieurs localités des infrastructures d'accès à l'eau potable. Parlons culture, la ville de Korogo, dans le nord du pays, a accueilli la 6e édition du Festival des arts sacrés des savanes Fassa, un rendez-vous pour mettre en relief la culture sénoufo. L'événement était marqué cette année par un colloque des danses traditionnelles et une incursion dans l'univers du balafon. Il s'est déroulé en présence du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama. Kader Sogodogo y était également. Doter toutes les grandes régions du pays d'un festival véritable condensé de richesses culturelles propres au terroir reste l'ambition ferme du gouvernement. À Korogo, dans le nord du pays, le Fassa, le festival des arts sacrés des savanes, continue son petit bonhomme de chemin. Il est à sa 6e édition. Un art, le balafon, cette année est passé au peigne fin. Le djegile, balafon en sénoufo, est au cœur des pratiques sociales, rituelles et des événements festifs. Cela a été expliqué aux étudiants au cours d'un colloque. Le balafon est la pratique culturelle majeure du peuple sénoufo. Je veux dire que le balafon est une pratique et expression culturelle que l'ensemble des communautés sénoufo pratiquent. Vous ne trouverez aucune autre pratique et expression culturelle qui a autant d'audience. Le balafon intervient dans tous les aspects de la vie socio-culturelle sénoufo. Depuis le travail des champs, donc le balafon champêtre, jusqu'aux célébrations sociales, les mariages, les baptêmes, etc., en passant par les funérailles. La 6e édition du Fassa, entre colloques et visites, a offert également une exposition d'œuvres d'art sénoufo. À la cérémonie de clôture, il y avait de quoi réjouir le ministre de la Culture. Au moment où nous allons clore ce festival, il me plaît d'exprimer à toute la population, à tous nos sœurs et frères ici présents, de leur dire ma satisfaction, mes remerciements et souhaiter que l'année prochaine, nous nous retrouvons pour une édition encore plus grande puisque nous serons à la 7e édition et nous pensons que nous serons à une édition de bilan. La 6e édition du Fassa s'est achevée avec la prestation de nombreux groupes, dont le Boloy, le Waranyele. Un mot de religion, l'église messianique célèbre son cinquantenaire. Les festivités se sont déroulées au Sofitel Hôtel Ivoire dans la commune de Cocody. Les fidèles sont venus des 4 coins du pays pour célébrer l'amour et la paix. Nous Sangaré, Doigt de Laser. 1968-2018. L'église messianique de Côte d'Ivoire a 50 ans. 50 années de consécration à Dieu. Et pour marquer ce jubilé, ils sont venus de toutes les villes du pays pour prendre part aux festivités. 50 ans de marche difficile, mais nous sommes parvenus à ce point-là, parce que notre foi en Hébès Josué, son message, son enseignement, nous a fortifiés, nous a donné la force, et nous sommes venus. Beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de choses. Sur le plan social, l'école, l'hôpital,
beaucoup de choses sur le plan de la construction, l'évangélisation, beaucoup de constructions, beaucoup de temples en Côte d'Ivoire, en Italie, en France, aux États-Unis. C'est une religion basée sur le christianisme et qui fait ses preuves aujourd'hui. Vous voyez, vous avez toutes les chansons et toutes les homilies qui nous ont transportés dans les espaces de notre monde, qui nous ont envoûtés. C'est une religion encouragée. Je ne suis pas de cette religion, tenez-vous bien, je suis catholique, mais c'est une religion encouragée. Des festivités à forte coloration spirituelle, des prières ont été dites pour le retour d'une paix définitive en Côte d'Ivoire. Akmel Lasme Etienne, l'officiant du jour, a dans son homélie invité les fidèles à faire fi des querelles pour se tourner résolument vers la paix, gage de tout développement. Il les a également invités à prôner les idéaux de tolérance et de générosité tels que prônés par Dieu. Un message bien perçu par les fidèles et invités présents à ce cinquantenaire. La philosophie dont on vient d'avoir un aperçu qui est prônée par cette Église tourne autour de la paix, autour de la concorde, autour de vivre ensemble entre les peuples, et puis également donne une large part à la formation, à la recherche de la connaissance. 3 dirigeants se sont succédés à la tête de l'Église messianique de Côte d'Ivoire depuis sa création à Accra-Dio. Il s'agit de Meledje Edjoro Josué, père fondateur de l'Église, et Solat Jack et Akmel Lasme Etienne, actuel dirigeant de l'Église. Ailleurs, le Libéria a mis en place un programme de protection des requins et des raies, 2 espèces en danger qui jouent un rôle essentiel dans l'équilibre de l'écosystème marin et dont la disparition porterait un rude coup à l'importante communauté de pêcheurs de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. C'est reparti avec Doigt de Laser. Un matin de retour de pêche à Monrovia. Les requins et les raies se font de plus en plus rares et pour cause, le pays a mis en place un plan d'action pour protéger ces espèces. Nos raies géantes et nos requins marteaux figurent sur la liste de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Nous sommes très sensibles aux recommandations faites au gouvernement par les autorités de la pêche. Des engagements ont été pris et nous préparons un plan d'action national pour les requins et les raies du Libéria. Les requins et les raies jouent un rôle fondamental dans l'équilibre de l'écosystème marin. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce dimanche à Bruxelles contre le pacte de l'ONU sur les migrations. C'était lors d'un rassemblement organisé par un collectif d'organisations d'extrême droite et marqué par des heurts avec les forces de l'ordre. Au Yémen, la trêve conclue sous l'égide de l'ONU n'aura duré que 2 jours. Les affrontements ont repris hier nuit dans la région de Hodeïda, dans l'ouest du pays. Des raids aériens et des violents combats ont eu lieu. Pourtant, la semaine dernière, des pourparlers entre rebelles houthis et forces loyalistes ont abouti à un retrait des 2 camps de cette ville pour permettre le transit des importations alimentaires et de l'aide humanitaire. Ami Koulibaly. Au Yémen, la trêve a conclu sous l'égide de l'ONU le 13 décembre dernier à Stockholm, en Suède, n'aura duré que 2 jours à peine. Les affrontements ont repris cette nuit dans la région de Hodeïda, dans l'ouest du pays. Des raids aériens et des violents combats ont eu lieu alors que, la semaine dernière, des pourparlers entre rebelles houthis et forces loyalistes ont abouti à un retrait des 2 camps de cette ville, ce qui permet le transit des importations alimentaires et de l'aide humanitaire. Selon des responsables pro-gouvernementaux, 29 combattants ont été tués, dont 22 rebelles houthis. Plusieurs rebelles ont également été capturés. De leur côté, les Houthis accusent la coalition menée par l'Arabie saoudite de poursuivre ses raids aériens dans la province d'Hodeïda et accusent les forces pro-gouvernementales d'avoir bombardé des quartiers résidentiels. Depuis vendredi soir, à peine 24 heures après l'annonce du cessez-le-feu, des combats sporadiques avaient déjà été signalés. Les raids aériens et combats très violents de samedi soir, dont les 2 camps se renvoient la responsabilité, inquiètent les 600 000 habitants d'Hodeïda. Un accord avait pourtant été signé entre les forces loyales et les rebelles. Il prévoyait une trêve immédiate à Hodeïda,
Le port tenu par les rebelles, cette localité stratégique est le point de fixation du conflit. Cela met en péril tout le pays puisque c'est par Hodeïda qu'est acheminée l'aide internationale. Le retrait des combattants était prévu dans les prochains jours. Un échange de prisonniers et l'acheminement d'aide humanitaire devaient également avoir lieu prochainement et des observateurs de l'ONU seront déployés à Hodeïda dans les jours à venir. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Au revoir.